Imaginez ça. Il est 2 heures du matin, en plein hiver, dans une petite ville du Montana, et vous êtes un adjoint du shérif en patrouille sur des routes gelées. Votre radio grésille soudain avec un appel de détresse d'un officier qui dit être coincé dans une grange. Le problème? Cet officier est mort en service à cet endroit exact il y a 15 ans. Vous foncez sur place, le cœur battant, et trouvez la grange abandonnée, exactement comme décrite. Mais ensuite, votre propre voix commence à supplier à l'aide sur le talkie-walkie, comme si elle venait de l'intérieur. C'est ce qui est arrivé au député Jake Rollins par une nuit glaciale. Vous voulez savoir ce qu'il a vu quand il est enfin sorti, ou s'il est vraiment sorti? Allons-y. C'était le 14 février 2025, et la nuit dans le Montana était d'un froid mordant, le genre qui vous glace les os et transforme votre souffle en nuage de givre. Le vent hurlait sur les plaines, faisant trembler les vitres de la voiture de patrouille de Jake Rollins alors qu'il roulait sur les routes désertes de Willow Creek, une petite ville nichée entre des collines enneigées. Jake, 34 ans, avec une barbe broussailleuse et des yeux bruns fatigués, était adjoint depuis 6 ans, habitué aux nuits calmes et aux rares ivrognes rentrant chez eux. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. La radio restait silencieuse sur le tableau de bord, le chauffage peinant à lutter contre le froid de -20 degrés. Son service avait commencé à minuit, et à 2 heures du matin, le monde était figé, le seul bruit étant le crissement des pneus sur la neige. Jake sirotait son café tiède, la vapeur à peine visible dans l'air glacial, quand la radio s'est animée. Sa main s'est figée alors qu'une voix perçait paniquée, rauque, désespérée. « À l'aide! Ici l'officier Dan Carter. Je suis coincé dans la vieille grange Miller sur la route 17. La porte est bloquée, et quelque chose est ici avec moi. Coordonnées 46.9342 degrés N, 109.5678 degrés W. Vite, dépêchez-vous. » La transmission s'est coupée dans un éclat de parasite, laissant la voiture dans un silence sinistre. Le cœur de Jake battait à tout rompre. Il connaissait ce nom, Dan Carter. Ce type était une légende à Willow Creek, un adjoint mort il y a 15 ans pendant un blizzard, retrouvé gelé dans cette même grange Miller après qu'un appel était resté sans réponse. On racontait qu'il avait poursuivi un suspect dans la tempête, et personne ne savait ce qui s'était passé à l'intérieur. Jake secoua la tête, pensant à une blague ou un bug, mais les coordonnées correspondaient à l'ancienne propriété Miller, abandonnée depuis des décennies. Ses doigts tremblaient en saisissant le micro. « QG, ici Rollins. Vous avez capté cet appel? Officier Carter, route 17 ?» Des parasites, puis la voix de Linda, la répartitrice, calme mais perplexe. « Rollins, aucun appel n'est passé. T'es sûr d'avoir entendu quelque chose? C'est silence total ici. » « Je l'ai entendu clairement, » répondit Jake, la voix tendue. « Je vais vérifier. Notez-le. » Il n'attendit pas de réponse, allumant ses gyrophares et bifurquant vers la route 17, les phares perçant la neige tourbillonnante. La route était une fine bande de glace, bordée d'arbres squelettiques et d'un blanc infini, la grange se dressant au loin comme une ombre noire contre le ciel nocturne. La grange Miller était en ruine, toit affaissé, planches cassées, et une lourde porte en bois à moitié ensevelie sous la neige. Jake se gara, attrapant sa lampe torche et son fusil, le froid lui piquant le visage en sortant. Le vent portait un bourdonnement étrange, comme un chuchotement perdu dans la tempête. Il s'approcha de la porte, les coordonnées sur son GPS correspondant à l'appel, et frappa sur le bois. « Y à quelqu'un. » Pas de réponse, juste le vent et le grincement de la grange qui s'affaissait. Puis son talkie-walkie grésilla de nouveau, la même voix rauque, celle de Dan Carter, étouffée et frénétique. « Aidez-moi! Il fait noir, quelque chose bouge, sortez-moi d'ici. » La peau de Jake se hérissa, son souffle embuant l'air alors qu'il tentait d'ouvrir la porte. Elle ne bougea pas, le bois déformé et gelé. Il fit le tour de la grange, trouva une planche branlante, et l'arracha, le bruit du bois éclaté résonnant dans le silence. À l'intérieur, l'air était rance, chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'aigre, comme du foin pourri. Le faisceau de sa lampe dansait dans l'espace des stalles vides, un tracteur rouillé, et des ombres qui semblaient se déplacer. C'est alors qu'il entendit un cri étouffé, faible mais net, venant du talkie-walkie attaché à sa poitrine. « Laissez-moi sortir. Je vous en supplie. » Mais ce n'était plus la voix de Dan. C'était la sienne, celle de Jake suppliant, désespéré, comme s'il était lui-même piégé. Il se figea, le fusil tremblant dans ses mains, sa propre voix lui faisant écho. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il, pivotant sur lui-même, la lampe ne captant que des particules de poussière dans l'air.
Lagrange gémit, les planches grinçant sous ses bottes alors qu'il s'enfonçait plus loin. Les cris devinrent plus forts, sa voix se mêlant aux parasites, implorant qu'on le libère. « Jake, aide-moi !» Il m'a attrapé. Il trébucha sur un tas de foin, la lampe tombant au sol, son faisceau pointant vers un coin sombre. Là, dans l'ombre, il le vit une silhouette, grande et mince, scintillant comme un signal télévisé défectueux, sa tête inclinée comme si elle écoutait. Elle n'avait pas de visage, juste un vide à la place des traits, et elle s'approcha, l'air devenant plus froid, le talkie-walkie hurlant ses supplications. Jake se précipita pour récupérer sa lampe, le cœur battant, et la pointa sur la silhouette. Le faisceau la toucha, et pendant une fraction de seconde, il vit des yeux vides, d'un blanc éclatant avant qu'elle ne disparaisse, les cris s'arrêtant net dans le silence. Il recula, heurtant la porte qui céda soudain, le faisant tomber dans la neige dehors. La grange redevint silencieuse, le bourdonnement s'évanouissant, son talkie-walkie muet. Il courut à sa voiture, les mains tremblantes en démarrant le moteur, la chaleur soufflant sur son visage gelé, l'image de ses yeux gravée dans son esprit. De retour au poste, Jake rédigea son rapport, la voix tremblante en racontant l'appel, la grange, la silhouette. Linda fronça les sourcils, consultant les enregistrements audio. « Jake, il n'y a rien. Aucun message de 2 heures à maintenant. Ton micro est resté silencieux tout le temps. » Elle lui montra l'écran vide, aucun trace de son appel de détresse ou de celui de Dan. Son estomac se noua, le café devenant acide dans sa bouche. « C'est impossible, dit-il, mais les preuves étaient claires. Personne n'avait appelé. Pourtant, il avait entendu sa propre voix, piégée et suppliant. » La nuit suivante, Jake ne pouvait pas se débarrasser de cette sensation. Il patrouilla sur le même trajet, la radio silencieuse, le froid pressant contre les vitres. À 2 heures du matin, elle grésilla de nouveau. « Rollins, c'est Carter. Je suis de retour dans la grange. Il m'a repris. À l'aide. » La voix était plus faible, s'évanouissant dans les parasites. Jake serra le volant, la sueur perlant malgré le froid, et conduisit à nouveau vers la propriété Miller. La grange était là, sombre et menaçante, la porte entr'ouverte depuis sa fuite de la veille. À l'intérieur, l'air était plus lourd, l'odeur aigre plus forte. Son talkie-walkie bourdonna, sa propre voix murmurant « Jake, ne me laisse pas !» Il avança vers le coin où il avait vu la silhouette, la lampe tremblant dans sa main. Les ombres se tordirent, et elle était là de nouveau, cette figure sans visage, ses yeux blancs brillants, tendant la main. Le talkie-walkie hurla « Laissez-moi sortir. Il me dévore vivant. » Sa voix, brute et terrifiée. Jake tira avec son fusil, le coup assourdissant dans l'espace confiné, les plombs traversant la silhouette. Elle se dissout en brume, les cris s'arrêtant, mais le silence était pire. Il courut, la porte se refermant derrière lui, le bois résistant alors qu'il poussait. Avec un dernier effort, il se libéra, tombant dans la neige, la grange grinçant comme si elle était vivante. Il ne se retourna pas, filant directement au poste, la radio muette tout le long. Les jours passèrent, mais le souvenir le hantait. Il enquêta sur la mort de Dan Carter, trouvant de vieux rapports dans les archives du poste. La version officielle parlait d'hypothermie, mais une note manuscrite du coroner mentionnait des « blessures inexpliquées », des marques de griffes sur sa poitrine, comme si quelque chose l'avait traîné. Jake frissonna, l'image de la silhouette revenant à son esprit. Il évita la route 17, mais la radio resta silencieuse jusqu'à une semaine plus tard. Il était de nouveau 2 heures du matin, la nuit aussi froide que jamais. Jake était hors service, dormant dans sa caravane, quand son talkie-walkie personnel gardé en réserve grésilla. Sa propre voix, faible et creuse, murmura « Jake, je suis toujours là, dans la grange. » Il se redressa, la pièce glaciale, la fenêtre s'embuant de son souffle. Le talkie-walkie bourdonna, la voix devenant plus forte. « Reviens, il te veut aussi. » Dehors, à travers la vitre givrée, il vit une ombre bouger, une silhouette grande et mince, ses yeux blancs brillant dans l'obscurité, se tenant au bord de son jardin. Jake attrapa son arme, le talkie-walkie continuant de grésiller avec ses propres supplications, la silhouette observant, attendant. La radio avait répondu, et maintenant, elle connaissait son nom. Histoire numéro 2, la voiture de patrouille disparue. Imaginez ceci, vous êtes répartiteur dans une petite ville de Louisiane, et un appel arrive signalant une voiture de patrouille avec des gyrophares allumés, garée sur une route de terre au fond du bayou, sauf que votre département n'a envoyé personne là-bas. 2 officiers vont vérifier, et ils trouvent la voiture,
mais elle est hors service depuis 1996, après qu'un officier a disparu à cet endroit exact. Les choses deviennent encore plus étranges quand il voit une silhouette à l'arrière, mais elle disparaît quand il braque une lumière dessus. C'est ce qui est arrivé aux officiers Claire Dupont et Marcus Reed par une soirée brumeuse. Vous voulez savoir ce qu'ils ont trouvé en remorquant cette voiture, ou pourquoi personne ne se souvenait de leur rapport? Entrons dans l'histoire. C'était le 1er juin 2025, et le soleil venait de se coucher sur la paroisse de Saint-Martin, en Louisiane, laissant le bayou enveloppé d'un épais brouillard gris. L'air était lourd, sentant l'eau des marais et la mousse, le genre de nuit où les sons portaient d'étranges échos à travers les cyprès. Au poste de shérif, la répartitrice Ellie Monroe était assise à son bureau, le bourdonnement de la climatisation se mêlant au chant des cigales dehors. Ellie, 42 ans, avec ses cheveux noirs bouclés attachés en arrière, terminait son service quand le téléphone sonna à 19h45. « Bureau du shérif de Saint-Martin, ici Ellie », répondit-elle, la voix assurée malgré l'heure tardive. Une voix tremblante se fit entendre, un homme plus âgé, ses mots rapides et nerveux. « Je suis sur Bayou Road, près du repère 12. Il y a une voiture de patrouille garée ici, gyrophare allumé, mais ça semble pas normal. Il y a personne autour, et elle est juste là dans le brouillard. Je me suis dit que vous deviez savoir. » Ellie fronça les sourcils, jetant un œil à son registre. « Monsieur, puis-je avoir votre nom? Et vous êtes sûr que c'est une des nôtres? » « Je m'appelle Henri Guidry. »« Oui, elle a votre numéro de Pressin, Saint-Martin 14. Mais elle a l'air vieille, vraiment vieille. Je me suis pas trop approchée. Quelque chose cloche. » La voix d'Henri baissa. « Ce bout de route, les gens disent que ça porte malheur. Vous savez, depuis que cet adjoint a disparu il y a des années. » L'estomac d'Ellie se noua. Elle connaissait l'histoire, tout le monde dans la paroisse la connaissait. Le député Nathan Broussard avait disparu sur Bayou Road en 1996, sa voiture de patrouille retrouvée abandonnée, gyrophare allumé, sans aucune trace de lui. La voiture, une vieille Crown Vic marquée Saint-Martin 14, avait été retirée du service après ça, entreposée dans un dépôt depuis. « D'accord, monsieur Guidry, restez prudent. On va envoyer quelqu'un pour vérifier, » dit-elle, raccrochant et saisissant sa radio. « Unité 3, ici dispatch. On a un signalement d'une voiture de patrouille immobile sur Bayou Road, repère 12. Gyrophares allumés, aucun officier présent. Pouvez-vous enquêter? » La voix de l'officier Claire Dupont grésilla en retour, calme mais intriguée. « Bien reçu, dispatch. On est à côté, Marcus et moi, on y va. Mais, on n'a pas d'unité assignée là-bas, si? » « Négatif, » répondit Ellie. « C'est pourquoi j'ai besoin que vous vérifiez. L'appelant dit qu'elle est marquée Saint-Martin 14, mais ça ne correspond à aucun véhicule actif. Soyez prudents, il y a un brouillard épais dehors. »« Compris. On est en route, » dit Claire, son ton ferme. Elle avait 29 ans, des cheveux blonds courts et des yeux bleus perçants, nouvelle dans la police mais déterminée à faire ses preuves. À côté d'elle dans la voiture, l'officier Marcus Reed, 35 ans, un homme trapu avec une coupe en brosse et un air calme, un vétéran qui avait vu son lot d'étrangetés dans le bayou. Ils tournèrent sur Bayou Road, les phares perçant le brouillard, le chemin de terre étroit bordé d'arbres noueux dégoulinant de mousse espagnole. La radio restait silencieuse, le seul bruit étant le crissement du gravier sous leurs pneus et le coassement lointain des grenouilles. « Saint-Martin 14, » murmura Marcus, la voix basse. « C'est la vieille voiture de Broussard, non? Celle qu'ils ont trouvée quand il a disparu ?» Claire hocha la tête, ses mains serrées sur le volant. « Ouais. Mon père en parlait, ça a terrifié toute la paroisse. Ils ne l'ont jamais retrouvée, juste la voiture, gyrophares allumés, moteur en marche. Les gens disent que le bayou l'a pris, ou quelque chose de pire. » Elle força un rire. « Sûrement des gamins qui font une blague, non? » Marcus ne répondit pas, ses yeux scrutant le brouillard. L'air devenait plus lourd à mesure qu'ils avançaient, le brouillard si dense qu'ils voyaient à peine à 10 mètres devant. Au repère 12, ils aperçurent une faible lueur rouge et bleu pulsant à travers la brume. Claire ralentit la voiture, son cœur s'accélérant alors que la voiture de patrouille apparaissait. C'était une vieille Crown Vic, comme Henri l'avait dit, garée de travers sur le côté de la route, ses gyrophares clignotant dans un rythme lent et sinistre. La peinture était écaillée, le mot « shérif » se détachant sur le côté, mais le numéro de Pressin était clair, Saint-Martin 14. « C'est impossible, » dit Marcus, la voix tendue. « Cette voiture est au dépôt depuis presque 30 ans. Comment elle est arrivée ici ?»
Claire se gara derrière, laissant leur propre gyrophare allumé, le brouillard tourbillonnant autour d'eux comme une chose vivante. « Vérifions ça, dit-elle, attrapant sa lampe torche. Marcus hocha la tête, la main sur son holster en sortant. L'air était humide, le sol boueux sous leurs bottes, et une odeur de pourriture pesait lourd, comme quelque chose de mort dans le marais. Le moteur de la vieille voiture était éteint, mais les gyrophares continuaient de clignoter, la batterie inexplicablement encore en vie après toutes ces années. Claire braqua sa lampe sur le côté conducteur, le faisceau captant les sièges en vinyle craquelé et une couche de poussière sur le tableau de bord. « Personne n'est entré ici depuis un moment, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence. Les vitres étaient embuées, mais il n'y avait aucun signe de vie, pas d'empreinte, pas de traces de pneus autres que les leurs. Marcus fit le tour par l'arrière, sa lampe balayant le coffre, puis se figea. « Claire, appela-t-il, la voix tranchante. Viens voir ça. » Elle le rejoignit à la vitre arrière, sa lumière suivant la sienne. À l'arrière, à peine visible à travers la vitre embuée, il y avait une silhouette courbée, tête baissée, portant ce qui semblait être un uniforme de shérif. L'air devint plus froid, leur souffle s'embuant alors qu'ils fixaient la scène. « C'est qui ?» commença Claire, mais Marcus bougeait déjà, dégainant son arme et tapant sur la vitre avec sa lampe. « Département du shérif. Montrez-vous !» cria-t-il, sa voix perçant le brouillard. La silhouette ne bougea pas. Claire attrapa la poignée de la porte, sa main tremblante, et l'ouvrit d'un coup sec. La porte grinça, le bruit anormalement fort, mais quand elle braqua sa lumière à l'intérieur, l'arrière était vide, pas de silhouette, pas d'uniforme, juste une légère odeur de moisissure et quelque chose de métallique, comme du sang. « Qu'est-ce que ?» murmura Marcus, baissant son arme. « J'ai vu quelqu'un, Claire. Je le jure. » « Moi aussi, dit-elle, la voix tremblante. Appelons du renfort. » Elle appuya sur son talkie-walkie, son pouce enfonçant le bouton. « Dispatch, ici unité 3. On a localisé le véhicule sur Bayou Road. Il est marqué Saint-Martin 14, hors service depuis 96. On a vu quelque chose à l'arrière, mais c'est parti maintenant. On demande du renfort. » Des parasites répondirent, forts et stridents, du genre qui fait mal aux oreilles. Elle réessaya, mais la radio restait muette, les parasites devenant plus bruyants, presque comme des chuchotements s'y mêlant. « Ellie, vous recevez ?» demanda Claire, la voix montant. Pas de réponse, juste les parasites, et puis un faible son, comme une voix d'homme, basse et déformée, murmurant « Ne me laissez pas !» Marcus attrapa sa propre radio, le visage blême. « La mienne est en panne aussi. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il se tourna vers la voiture, sa lampe balayant l'intérieur à nouveau, mais l'arrière restait vide. Le brouillard se resserrait, les gyrophares projetant des ombres rouges et bleues sur leur visage, donnant l'impression que le bayou les enfermait. « On la remorque, » dit Claire, la voix ferme malgré la peur dans sa poitrine. « On peut pas la laisser ici, et on n'arrive pas à joindre dispatch. Cet endroit est pas normal. » Marcus hocha la tête, la mâchoire serrée, et ils attachèrent la vieille voiture à la leur, la chaîne cliquetant en la sécurisant. Pendant tout ce temps, Claire sentait des yeux sur elle, comme si quelque chose observait depuis les arbres, le brouillard cachant ce que c'était. Le trajet de retour fut lent, le brouillard rendant chaque kilomètre interminable, la vieille voiture grinçant derrière eux. La radio restait silencieuse, mais Claire jura entendre cette voix à nouveau, faible et suppliante, venant de la direction de la voiture remorquée. « Ne me laissez pas !» Elle jeta un coup d'œil à Marcus, ses phalanges blanches sur la poignée de la porte, ses yeux fixés sur le rétroviseur latéral. « T'as entendu ça ?» murmura-t-elle. « Ouais, dit-il, la voix à peine audible. « Sortons d'ici. » De retour au poste, ils garèrent la vieille voiture dans le parking, le brouillard se dissipant enfin alors que l'horloge indiquait 21h30. Les mains de Claire tremblaient encore en entrant, Marcus derrière elle, l'air du poste chaud mais pas réconfortant. Ellie leva les yeux de son bureau, fronçant les sourcils. « Vous allez bien, tous les deux ? On dirait que vous avez vu un fantôme. »« On a trouvé la voiture, » dit Claire, la voix rauque. « Saint-Martin 14, comme l'appelant l'a dit. C'est la vieille voiture de Broussard hors service depuis qu'il a disparu en 96. On a vu quelqu'un à l'arrière, mais quand on a vérifié, c'était vide. Les radios marchaient pas là-bas non plus. On l'a remorqué. » Ellie cligna des yeux, l'expression vide. « Quel appelant ? J'ai pas reçu d'appel à propos d'une voiture de patrouille ce soir. Et vous avez pas appelé pour signaler quoi que ce soit. »
Marcus avança, la voix tranchante. Henri Guidry a appelé à 19h45. Il a dit qu'il avait vu une voiture sur Bayou Road, repère 12. Tu nous as envoyé là-bas, on t'a parlé à la radio. Ellie secoua la tête, consultant le journal des appels sur son ordinateur. A rien ici. Aucun appel de Henri Guidry. Aucun trafic radio de votre part après votre départ à 19h50. Je pensais que vous patrouilliez, c'est tout. Elle tourna l'écran vers eux vide. Aucune trace de leur communication. Aucune mention de Bayou Road. C'est pas possible, dit Claire, la voix montant. On t'a parlé. On a vu la voiture, elle est juste dehors. Elle désigna le parking, où la vieille Crown Vic était garée, ses gyrophares éteints maintenant, la peinture écaillée sous la faible lumière des projecteurs du poste. Ellie les suivit dehors, lampe torche en main, et s'arrêta net en voyant la voiture. C'est la voiture de Broussard, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle est au dépôt depuis 96. Comment elle est arrivée ici? On sait pas, dit Marcus, les yeux fixés sur la voiture. Mais quelque chose va pas. On a vu quelqu'un là-dedans, Ellie. Et les radios, elle murmurait, comme si quelqu'un parlait à travers. Le faisceau de la lampe de Claire toucha la vitre arrière, et elle se figea. La silhouette était là de nouveau courbée, l'uniforme de shérif fané mais clair, la tête baissée. Marcus, siffla-t-elle, la voix à peine audible. Elle est revenue. Il se tourna, son arme déjà dégainée, et braqua sa lumière à travers la vitre. La silhouette disparut, comme avant, laissant l'arrière vide, l'air devenant plus froid, leur souffle s'embuant dans la nuit humide. Faut qu'on comprenne ce qui se passe, dit Marcus, la voix tendue. C'est pas normal. Ils passèrent l'heure suivante à fouiller dans les archives, consultant les dossiers sur la disparition de Nathan Broussard. Les rapports étaient maigres vus pour la dernière fois sur Bayou Road en octobre 1996, répondant à un appel pour un automobiliste en panne. Sa voiture fut retrouvée le lendemain, gyrophares allumés, moteur en marche, mais aucune trace de lui. Une note manuscrite de l'ancien shérif mentionnait des « bruits étranges » sur la radio cette nuit-là, comme des chuchotements, mais on l'avait attribué à des interférences. L'estomac de Claire se noua en lisant, le souvenir de la voix sur sa radio résonnant dans son esprit. Le lendemain, ils interrogèrent les locaux, cherchant Henri Guidry. Personne ne le connaissait, aucun Henri Guidry dans la paroisse de Saint-Martin, aucune adresse, aucun numéro correspondant au journal d'appel qu'Ellie jurait ne pas exister. Le registre de remorquage montrait qu'ils avaient ramené la voiture, mais l'officier qui l'avait signé, un deputy Landry, affirmait ne pas s'en souvenir. « J'étais même pas de service hier soir, dit-il, le visage blême. Je sais pas comment mon nom est là-dessus. » Les jours passèrent, mais le malaise persistait. Claire ne dormait plus, l'image de la silhouette à l'arrière hantant ses rêves, la voix chuchotée sur la radio tournant en boucle dans sa tête. Marcus se mit à porter de la sauge dans sa poche, un truc que sa grand-mère jurait repousser les esprits, mais ça ne servait à rien. La vieille voiture restait dans le dépôt, intouchée, sa présence pesant sur le poste. Une semaine plus tard, Claire était en patrouille seule, passant devant Bayou Road au crépuscule, le brouillard revenant. Sa radio grésilla, les parasites bruyants et stridents, puis cette voix basse, déformée, suppliante. « Ne me laissez pas !» Son sang se glaça, ses mains serrant le volant alors qu'elle ralentissait. Dans le rétroviseur, elle la vit une silhouette à l'arrière, portant un uniforme de shérif fané, la tête baissée, comme avant. Elle pila, se retournant, sa lampe tremblante braquée derrière elle. L'arrière était vide, mais la radio continuait de murmurer, la voix devenant plus forte, plus désespérée. « Claire, ne me laissez pas !» Elle écrasa l'accélérateur, fonçant vers le poste, le cœur battant, le brouillard la poursuivant tout le long. Arrivée là-bas, le dépôt était calme, la vieille voiture toujours là, ses gyrophares éteints. Mais en passant devant, les lumières rouges et bleues s'allumèrent, lentes et rythmiques, et dans la vitre arrière, elle revit la silhouette, sa tête se relevant juste assez pour révéler un visage pâle, creux, avec des yeux noirs vides la fixant droit dans les yeux. Personne au poste ne se souvenait de son rapport cette nuit-là non plus, et le journal radio resta vide, comme si elle n'avait jamais appelé à l'aide. Histoire numéro 3, le dernier portrait d'arrestation. Imaginez ceci, il fait nuit noire dans un procès animé du New Jersey, et un intrus est amené, venant d'un hôpital condamné, pâle et silencieux comme s'il avait vu un fantôme. Vous prenez son portrait d'arrestation, mais l'appareil photo se bloque, et quand vous regardez la photo, son visage est une ombre floue avec une infirmière en uniforme ancien derrière lui, alors que personne d'autre n'était là.
C'est ce qui est arrivé à l'officier Tara Jenkins et son équipe pendant un service de nuit. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand cet homme a disparu de sa cellule, ou pourquoi son dossier d'arrestation a tout simplement disparu? Allons-y. Il était 1h32 le 2 juin 2025, en plein cœur de Newark, New Jersey, et le pressin vibrait du bourdonnement discret d'un service de nuit. L'air sentait le café éventé et l'encre d'imprimante, les néons clignotant au-dessus. L'officier Tara Jenkins, 31 ans, avec ses cheveux noirs tirés en chignon serré et ses yeux noisettes fatigués, était assise au bureau des admissions, feuilletant une pile de paperasse. Cela faisait 8 ans qu'elle était dans la police, habituée au chaos des nuits tardives ivrognes, bagarres, appels bizarres occasionnels. À côté d'elle, l'officier Mike Russo, 38 ans, trapu avec une moustache grisonnante, était affalé sur sa chaise, scrollant sur son téléphone. La nuit était calme jusqu'à ce que la radio grésille avec un nouveau rapport. Unité 5, ici dispatch. On a un intrus appréhendé à l'ancien hôpital Saint-Agnès sur Broad Street. Homme, la trentaine, non réactif. On l'amène maintenant, dit la voix du répartiteur Sam Carter, posée mais curieuse. Tara se redressa, haussant un sourcil. Saint-Agnès? Cet endroit est fermé depuis des années. Qu'est-ce qu'il faisait là? L'hôpital, une relique délabrée des années 1950, était abandonné depuis un incendie mortel en 1972 qui avait tué 13 personnes, y compris le personnel et les patients. Les locaux le disaient maudit, prétendant entendre des bruits étranges venant de ces couloirs la nuit. Aucune idée, dit Mike, se levant et s'étirant. Probablement un drogué cherchant un endroit où dormir. On va le traiter. Ils prirent leur équipement, menottes, appareils photo, formulaires et se dirigèrent vers la zone d'admission alors que la voiture de patrouille arrivait. 2 officiers, en sueur et tendus, traînèrent l'homme à l'intérieur. Il était grand et maigre, ses vêtements sales et déchirés, son visage pâle comme de la craie sous les lumières du pressin. Ses cheveux noirs pendaient en mèches grasses sur ses yeux, fixés au sol. Il ne se débattait pas, ne parlait pas, il restait là, respirant faiblement, comme s'il retenait quelque chose. On l'a trouvé errant au 3e étage, dit l'un des officiers, le poussant en avant. Il n'a pas dit un mot. Il marmonnait quelque chose, mais c'était pas de l'anglais. Flippant à souhait. Tara hocha la tête, notant son apparence sur le formulaire d'admission. Non. Pas de réponse. Les lèvres de l'homme frémirent, mais aucun son n'en sortit. Mike haussa les épaules. On va l'appeler John Doe pour l'instant. Prenons son portrait et ses empreintes. Ils l'emmenèrent à la station photo, une petite pièce avec un fond gris et un appareil photo numérique sur trépied. Tara le positionna contre le mur, ses mains fermes malgré l'étrange aura qu'il dégageait. Sa peau était froide, presque moite, et elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement, bien que son visage reste impassible. « Tiens-toi droit, mains sur les côtés », dit-elle, levant l'appareil. Elle appuya sur le déclencheur, et l'écran se figea noir, puis un chaos de parasites glitchés. Qu'est-ce que... Elle tapa sur l'appareil, mais il ne redémarrait pas. Mike se pencha, fronçant les sourcils. Réessaie. Sûrement un bug. Tara réinitialisa l'appareil et prit un autre cliché. Cette fois, ça marcha, la photo apparaissant à l'écran. Mais ce qu'ils virent leur glaça le sang. Le visage de l'homme était une ombre floue, une tache sombre là où ses traits auraient dû être, comme si l'appareil ne pouvait pas le capturer. Et derrière lui se tenait une femme grande, en uniforme d'infirmière ancien, sa robe blanche tachée et déchirée, son visage pâle avec des yeux creux fixant droit devant. Ses cheveux étaient tirés en chignon serré, et elle tenait quelque chose dans sa main, une seringue, scintillant faiblement sous la lumière. La pièce était vide à part 3. « Waouh, c'est quoi ça ?» s'exclama Mike, reculant, la main sur son holster. Le cœur de Tara battait à tout rompre, ses yeux se posant sur l'homme. Il restait là, silencieux. Mais maintenant ses lèvres formaient un léger sourire sinistre, comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. « Y avait personne d'autre ici, » dit Tara, la voix tremblante. « Mike, regarde encore la photo. » Il zooma, l'image se précisant légèrement, mais la silhouette de l'infirmière restait, son expression indéchiffrable, la seringue laissant goûter un liquide sombre sur le sol. L'horodatage indiquait 1h42, correspondant au moment où ils avaient pris la photo. « Mettons-le en cellule, » dit Mike, la voix tendue. Ils l'escortèrent jusqu'à la zone de détention, ses pas lents et délibérés, l'air devenant plus lourd à chaque pas. En verrouillant la porte de la cellule, Tara sentit la température chuter, un frisson lui remontant l'échine.
L'homme s'assit sur le banc, sa tête s'inclinant légèrement, toujours silencieux, mais ses yeux noirs et vides suivaient chacun de ses mouvements. De retour au bureau, Tara ouvrit le système informatique du procès pour enregistrer l'arrestation. L'écran scintilla, puis se figea, affichant une seule date en lettres rouges, 12 octobre 1972, le jour de l'incendie de Saint-Agnès. Elle tapa sur les touches, mais le système ne bougea pas, la date se répétant comme un disque rayé. « Mike, regarde ça !» appela-t-elle, la voix montant. Il la rejoignit, son visage blêmissant en voyant l'écran. « C'est l'incendie, dit-il, la voix basse. 13 personnes sont mortes, patients, personnel, une infirmière nommée Margaret Hale. Elle est restée coincée en essayant de les sauver, brûlée vive. On dit que son fantôme hante encore l'endroit. » Tara déglutit difficilement, l'image de l'infirmière sur la photo revenant à son esprit. « Tu penses que c'était elle ? Sur la photo ?» Avant que Mike ne puisse répondre, les lumières du procès baissèrent, clignotant comme si quelque chose drainait l'électricité. Un faible bourdonnement emplit l'air, et depuis la zone de détention, un son léger se fit entendre, une voix de femme, douce et lugubre, chantant une mélodie qui donna des frissons à Tara. Ils attrapèrent leurs lampes torchées et se précipitèrent vers les cellules. L'homme était assis, immobile, mais l'air autour de lui semblait onduler, la température chutant encore. Le chant devint plus fort, les mots indistincts mais empreints de douleur, résonnant sur les murs de béton. Tara braqua sa lumière sur lui, et pendant un instant, son ombre s'étira de manière anormale, se divisant en deux, l'une la sienne, l'autre une forme plus grande, plus fine, avec un bonnet d'infirmière. Puis elle disparut, la cellule redevenant silencieuse. « Faut qu'on comprenne ça, » dit Tara, la voix tremblante. Ils retournèrent au bureau, fouillant dans les vieux dossiers. Le rapport sur l'incendie confirmait 12 octobre 1972, un feu causé par un câblage défectueux, tuant 13 personnes, dont l'infirmière Margaret Hale, 34 ans, de service cette nuit-là. Des témoins affirmaient l'avoir vue errant dans les couloirs après l'incendie, son uniforme brûlé, son visage méconnaissable. L'hôpital fut condamné, mais les rumeurs persistaient sur des apparitions étranges, des infirmières aux fenêtres, des cris dans la nuit. La nuit s'éternisa, le procès semblant rétrécir, l'air épaissi par l'inquiétude. À 3h15, Tara vérifia la cellule via le moniteur de sécurité. L'homme avait disparu. Le banc était vide, la porte toujours verrouillée, aucun signe de son évasion. « Mike !» cria-t-elle, courant vers la zone de détention. La cellule était froide, l'air lourd de la même odeur aigre que dans la salle des photos. Sur le sol reposait une seringue, son aiguille tordue, une tache sombre s'étendant dessous. « Il est parti, » dit Mike, la voix creuse. « Comment c'est possible ?» Ils fouillèrent le procès, chaque recoin, chaque ombre, mais il n'était nulle part. Les images des caméras montraient qu'il était assis jusqu'à 3h14, puis un flash de parasite et il avait disparu, la cellule vide comme s'il n'avait jamais été là. De retour au bureau, Tara consulta le journal des arrestations. Il était vide, aucun dossier sur l'intrus, pas de portrait, pas de formulaire d'admission. Le système ne montrait aucun bug, aucune trace de leur rencontre. « Ça peut pas arriver », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Mike se frotta le visage, les yeux rouges. On dirait qu'il n'a jamais existé. Mais on l'a vu, et elle, sur cette photo. Les lumières clignotèrent encore, et l'écran de l'ordinateur s'alluma, affichant 12 octobre 1972, encore et encore. Le chant revint, plus fort, une voix de femme appelant. « Aidez-moi, aidez-moi !» Depuis les murs. Tara attrapa l'impression du portrait, l'ombre floue et l'infirmière la fixant, la seringue goûtant sur l'image. « Margaret Hale », murmura-t-elle. « Elle est toujours là, et elle l'a pris. » Le service se termina à 7h du matin, mais l'inquiétude ne s'effaça pas. Tara rentra chez elle, l'image de l'infirmière la hantant, la tache de la seringue gravée dans sa mémoire. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait, sa radio laissée sur la table de nuit grésilla. Une voix d'homme, faible et désespérée, murmura « Ne me laissez pas, elle est là !» Suivi du chant de l'infirmière, doux et glaçant. Tara se redressa, sa chambre glaciale, la fenêtre s'embuant de son souffle. Dehors, dans la lueur du lampadaire, elle vit une silhouette, un homme en vêtements déchirés, pâle et silencieux, debout de l'autre côté de la route, la regardant. Derrière lui se dressait une femme en uniforme d'infirmière, ses yeux creux fixés sur la maison, la seringue scintillant dans sa main. Personne au procès ne se souvenait de l'arrestation le lendemain, et le fichier du portrait avait disparu.